Je m'appelle Alexis. Comment, je ne sais pas. Je suis né en 1891. Quand? Personne ne connaît la réponse. C'est bizarre. Où? Dans un petit village, dans le nord de la France. Je vis avec des gens, mais je ne suis même pas sûr que ce soient mes parents. J'ai un doute. Car un jour, quand j'avais 14 ans, je les ai surpris en train de parler. Et mon père disait « On n'aurait jamais dû accepter cet enfant. C'est un bon à rien. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui reprendra la ferme après nous? Pas lui. Il ne sait rien faire. Il n'est même pas capable de nourrir une vache. » C'est vrai. Puis j'aime pas les vaches. Ça pue. Et puis c'est méchant. Un jour, quand j'étais petit, l'une d'entre elles m'a pincé les fesses, avec ses grandes dents. J'ai eu la marque pendant des mois. Je n'osais même plus me laver devant ma mère. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai quitté la maison. En octobre 1912, j'ai intégré le 16e bataillon de chasseurs à pied. Ici, à Lille. Je suis chasseur 2e classe. Au début, c'était bien. Mais 2 ans, c'est long. Même si on n'est pas sûr de vivre chez ses parents, même si on n'aime pas la ferme, même si on n'aime pas les animaux. J'ai quand même une amoureuse. Et 2 ans loin d'elle, c'est long. C'est très long. Mes camarades de chambrée me disent qu'on ne sera pas libérés. Que bientôt ce sera la guerre. C'est pas possible. Il n'y aura jamais la guerre. Oui, je serai libéré le 30 septembre 1914. Et je rentrerai chez moi. Et mes amis, je vous promets une fête. Nous irons tous chez Arlette. Nous boirons du vin toute la nuit. Il n'est pas bon, mais il nous saoule rapidement et pour pas cher. Une femme du village où je vis me disait « Tu vas voir, c'est bien le service militaire. Tu vas en apprendre des choses, tu vas te faire des amis, tu vas apprendre à boire, à fumer. Tu vas rencontrer des filles, oui, des filles à soldats. » Ah, j'en ai vu, oui, des filles à soldats. Mais aucune n'est venue vers moi. J'étais toujours le dernier. La seule qui m'a approché une fois devait avoir l'âge de ma mère. Je lui ai juste payé un verre de vin. Encore 2 mois à faire et je rentre à la maison. Je vais retrouver ma jolie Rose. On s'est vu la première fois au cimetière. On venait d'enterrer sa grand-mère. Et moi, j'étais venu donner un coup de main à Lucien. Lucien, c'est mon ami. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Lucien, il travaille pour le croque-mort du village. C'est lui qui creuse les tombes. J'ai croisé son regard et elle a tout de suite baissé les yeux. Je l'ai trouvée si belle et si triste. Elle me faisait de la peine. Je voulais lui parler, mais qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Quelques semaines plus tard, je l'ai de nouveau croisée à la ferme des Cordiers. Elle venait chercher du lait. J'ai osé lui parler. Je suis allé vers elle et je lui ai dit « Bonjour, je m'appelle Alexis. » Et j'ai souri. Elle était tellement belle. Elle m'a regardé. Elle a souri. Mais elle avait toujours l'air aussi triste. Et elle est partie sans dire un mot. L'après-midi, j'étais avec Lucien. J'étais parti lui donner un coup de main pour creuser, car le lendemain, il y avait 4 enterrements dans la même journée. C'était rare. Toute l'après-midi, je l'ai ennuyé avec mon histoire. Et cette Rose qui avait l'air si triste. Lui, il la connaissait bien. Ils étaient allés à l'école ensemble. Moi, je ne suis pas allé souvent à l'école. Entre les moments où je ne me levais pas le matin et les autres jours où je devais travailler à la ferme, pas beaucoup le temps d'aller à l'école.
Je regrette d'ailleurs de ne pas y être allé souvent. Maintenant, c'est trop tard. Rose appartenait à une vieille famille du village qui était connue par tout le monde. Tout le monde les respectait, tout le monde les admirait aussi. Rose était jolie, bien élevée. Enfin, comment allait-elle pouvoir s'intéresser à un garçon comme moi, bête, qui n'était pratiquement jamais allé à l'école, qui ne savait même pas s'occuper d'une vache. Le mois suivant, il y avait la Ducasse. Et je savais que le premier jour de la Ducasse, le soir, ils organisaient un grand bal. Et je savais de source sûre que Rose allait être là. J'ai réussi à convaincre Lucien de me prêter un de ses costumes. Le jour même, je me préparais à cette soirée. J'avais demandé l'autorisation pour aller à la fête. Je savais très bien que mes parents diraient oui puisque eux-mêmes y allaient. À la Ducasse, dans le village, c'est un moment important. J'avais mis mon costume, le costume de Lucien. J'étais beau, je me plaisais. Elle allait craquer, la Rose. Je suis parti au dernier moment de la maison pour ne pas salir mon costume. J'étais sur la route principale et la fête se trouvait à 2 km et j'entendais déjà la musique. Arrivé à mi-chemin, j'avais mal aux pieds. Oui, j'avais dû emprunter également les chaussures de Lucien. Le problème, c'est que Lucien faisait 2 tailles de chaussures en moins que moi. Je serrais les dents. Je savais que c'était le jour où il fallait aborder Rose. Arrivé sur la place du village, tous les lampions étaient allumés. Cela brillait de 1000 feux. C'était beau, c'était magique. Je tournais sur moi-même. Tout le village était là. Je cherchais Rose. C'était la seule chose qui m'importait. Rose. Je la cherchais. La tête me tournait. Il y avait du bruit. Tout s'embrouillait dans ma tête. Et si elle n'était pas venue ? J'essayais de me souvenir de tout ce que Lucien m'avait raconté. Tout ce qu'il fallait faire. Aller vers elle, doucement, avec mon plus joli sourire. Dire « Bonsoir, je m'appelle Alexis. Et toi ?» Et lui proposer un verre. Mais quoi ? Oui, ça boit quoi une fille ? Moi, j'ai jamais eu de copine, je n'ai jamais rencontré personne. J'avais peur d'être ridicule. Et si elle n'était pas là ? Tout à coup, en tournant la tête, je la vis, devant moi. Elle souriait, souriait. Et pour une fois, pas de tristesse sur ce joli visage. Elle était là. Je ne pouvais pas marcher, mes jambes étaient coincées. C'est elle qui s'avança vers moi. Je tremblais. Elle me tendit la main et me dit gentiment « Bonsoir, je m'appelle Rose. Et toi, c'est Alexis, je crois. » Pas un son ne sortit de ma bouche. Alors je me mis à bégayer. Oui. Et elle se mit à rire. Je me souvenais de ce que m'avait dit Lucien. Fais-la rire. Une fille qui rit, c'est gagné. Mais toujours aucun son ne put sortir de ma bouche. Nous sommes restés là, plantés, en plein milieu de la foule. J'avais l'impression que tout le monde nous regardait. Alors c'est elle qui s'adressa à moi avec un grand sourire. « Tu m'invites à boire une bière ?» Elle boit de la bière. Cette fille est incroyable. Alors nous nous sommes dirigés vers le bar. Derrière le bar se tenait le père Lajolie. Quel bonhomme celui-là. Il râlait tout le temps. On l'entendait d'un bout à l'autre du village. Tout le temps il râlait. Pour un oui, pour un non, pour rien. Comment allait-il nous accueillir ? Je ressentais une certaine appréhension. « Tiens, te voilà toi !» Il nous regarda tous les deux. « Vous allez boire quoi les moineaux ? De la limonade ?» Rose lui répondit du tac au tac en le regardant droit dans les yeux. « Non, moi je prendrai une bière. » Je la regardais. Elle était si belle. « Et toi garçon, qu'est-ce que tu prends ? » La même chose, monsieur. Et il s'éloigna pour aller chercher nos 2 bières. Je préparais la monnaie qui était dans ma poche.
Cette monnaie que j'avais économisée depuis des mois et des mois. Toutes les pièces que je trouvais partout, tous les petits services que je pouvais rendre. Une fois la monnaie déposée sur le bar, le père Lajolie revint. Il regarda la monnaie, ramassa les pièces et nous donna nos 2 bières. Et nous sommes restés là, pendant 10, 20, 30 minutes. Quand tout à coup, Rose me prit par la main et m'emmena au milieu de la piste. Paniqué, je lui dis « Mais je ne sais pas danser. » « Mais c'est pas grave, me répondit-elle, enfin. Nous sommes là pour nous amuser. » Et nous avons dansé toute la nuit. Toute la nuit. J'avais l'impression que nous étions seuls au monde. Enfin, j'aurais tant aimé que cela ne finisse jamais. Nous avons été les derniers à partir. L'orchestre commence à ranger. Sur la route du retour, Rose a glissé son bras sous le mien et elle a posé sa tête sur mon épaule. On était bien. Arrivée devant sa porte, elle se retourna une dernière fois et me fit un signe de la main. Je n'ai même pas pu lever la mienne, mais je lui ai adressé mon plus beau sourire. Je ne sais même pas si elle l'a vu, il faisait noir. Je crois que je suis resté un petit moment, comme ça, devant sa porte. Ce qui me ramena à la réalité, ce sont mes pieds. Je haïssais Lucien de m'avoir donné une paire de chaussures trop petites. Alors j'ai fini par les enlever et je suis rentré chez moi comme ça, pieds nus. Eh bien, j'avais beaucoup moins mal. J'ai mis un temps fou à m'endormir. Je n'arrêtais pas de penser à Rose. Ma nuit fut courte, mais douce. Je t'aime, ma Rose. Je t'aime. Le sergent nous avait rassemblés dans notre chambre. C'était bizarre. Il avait rassemblé plusieurs chambres dans la même. Il y avait un silence pesant. Personne n'osait parler. On sentait planer une menace. Tout le monde se demandait ce qu'on allait nous annoncer. Le sergent avait un message important à nous lire. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni, avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant à l'armée de l'air ou à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires, à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine. Les autorités civiles et militaires sont responsables de l'exécution du présent décret. Inutile de vous dire que cette proclamation a suscité dans tout le régiment la plus vive émotion. Et moi, je pensais à Rose et à ma libération du 30 septembre. Enfin, me laisserait-il le temps de rentrer chez moi ? Je voulais la revoir, Rose, au moins une fois, et lui dire que je l'aimais, la prendre dans mes bras, lui demander de m'attendre. De m'attendre. Pendant une grande partie de la journée, tous les gars parlaient entre eux. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? On va rentrer ? On va pas rentrer ? On va partir, mais où ? Enfin, où est-ce qu'ils vont nous envoyer ? Et ça va durer longtemps, cette guerre, tu crois ? Qui va nous renseigner ? C'était surtout le manque d'informations qui nous inquiétait. On sentait que la plus ferme résolution se lisait sur les visages de tous les hommes. Mais certains, comme moi, étaient pâles.
Une émotion bien légitime, en songeant à tout ce qu'il nous faudrait quitter. À nos fiancés, à nos mères. Laisser derrière nous nos familles, nos maisons, nos villages, sans savoir quand nous pourrions revenir. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. C'était compliqué. J'avais 100 000 questions dans la tête. Je savais depuis peu que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mes parents étaient forains. Et ils m'avaient déposé dans cette famille, les Lacroix. J'avais 3 ans. J'étais un petit garçon. La mère Lacroix m'a expliqué tout ça il n'y a pas longtemps. Juste avant mon départ au service militaire. Elle m'a dit qu'elle avait longtemps cherché mes parents. Mais sans succès. Tant de questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi mes parents m'avaient-ils abandonné? À quoi ressemblaient-ils? Et comment s'appelaient-ils? Étaient-ils originaires du nord de la France? Pourquoi n'étaient-ils jamais venus me voir? Avais-je des frères, des sœurs? Enfin, tant de questions dont je ne connaîtrai sans doute jamais la réponse. Je ne sais même pas quel jour je suis né. Demain, je vais partir à la guerre. Demain, je peux mourir. Peut-être que je ne reverrai jamais les gens que j'aime. Maman Lacroix, Rose, même le père Lacroix, il va me manquer. Pourtant, il est dur. Il m'aura botté les fesses, celui-là. Cela fait maintenant 1 mois que nous tournons en rond, mes camarades et moi. Nous sommes là, coincés dans cette caserne. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 1914. La mobilisation est déclarée depuis le 1er août. Et nous sommes toujours là, à attendre et à attendre. Les journées sont longues. Impossible de sortir de la caserne. Quelques camarades ont déjà fait le mur, mais ils ont vite été repris et mis en prison. Notre service militaire est terminé. Et nous avons été tout de suite versés dans la réserve de l'armée. Et nous attendons. Encore. Et encore. En même temps, je ne suis pas pressé de partir. Ou alors si, mais juste pour rentrer chez moi. Nous sommes le 31 décembre 1914. Pour nous, pas de réveillon. Notre départ est annoncé pour demain. Demain, je serai affecté à la 2e compagnie du 1er bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique, en tant que chasseur de 2e classe. Revenu d'Afrique en octobre 1914, cette unité prend une part active à la première bataille d'Artois. La première bataille pour moi. En route pour la guerre. Mon régiment est installé du côté de Roclincourt. Quand nous sommes arrivés là-bas, les gars étaient déjà épuisés. Il faisait si froid. Il a fallu vite s'installer car, à peine arrivés, les premiers bombardements commençaient. J'avais peur. C'était la première fois que j'allais au front. Le service militaire, c'est une chose, mais la guerre, c'en est une autre. La pluie, le vent, le froid, et les bombardements du matin au soir, le bruit assourdissant, la terre qui tremblait, ça n'arrêtait jamais. Pas un moment de répit, on avait l'impression que les amants, eux, ne dormaient jamais. Je me demandais comment ils faisaient pour tenir, mais nous étions tellement épuisés. Et les Allemands, mais je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, un Allemand. Parce que c'était grand, petit, blond, brun, frisé. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, la langue. Ce fut comme ça pendant des semaines. De la pluie, des repas froids, des bombardements. On n'en pouvait plus.
J'ai réussi à passer entre les balles, entre les bombardements, entre les éclats d'obus. Je me demande encore comment j'ai fait. J'ai sans doute eu de la chance. Mais tout le monde ne l'a pas eu, cette chance. Presque 2000 gosses sont morts sur ce terrain. Roclincourt. Il fallait tenir car on faisait partie de la ligne de défense, juste devant Arras. On ne pouvait pas laisser ça aux Allemands. Les seuls moments de répit pour nous, c'était le moment où on pouvait se faire sécher. Sécher nos vêtements, nos chaussettes. Nous étions couverts de boue, nous étions si sales. Parfois je me dégoûtais. Dans les seuls moments où le soleil faisait son apparition, la boue séchait et on avait l'impression d'avoir des vêtements qui pesaient des tonnes sur nous. Nos uniformes étaient vraiment mal conçus. C'était des moments où on pouvait également faire connaissance, car tout le monde ne se connaissait pas dans le régiment. Moi j'ai rencontré Oscar. Oscar, il était gentil. Il venait du sud-ouest de la France. Il était marié et il avait 2 enfants, très jeunes. Une petite fille et un petit garçon. Il me parlait d'eux et de sa femme, Louise. Et la chose qui lui manquait le plus après sa famille, c'était le magret de canard. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas quel goût ça avait. Moi, par le bœuf bouilli avec des patates, je n'y connaissais pas grand-chose. Et c'était mon plat préféré. J'aurais bien voulu goûter son magret, plutôt que cette tambouille-là. Cette soupe froide, ces légumes qui n'avaient que le nom de légumes et qui ressemblaient à rien. Mais il y a des jours où tu étais bien content de les avoir au fond de ta gamelle, même si c'était froid, même si ça n'avait aucun goût. À peine le temps de faire connaissance et de sécher un peu que ça repartait de plus belle. On les entendait arriver, ça grondait dans nos oreilles. On savait que ça allait encore nous tomber dessus et bang, 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 bang. Ça explosait de partout. Le gars avec qui tu venais de faire connaissance, peut-être qu'il était déjà mort. Peut-être que tu n'en saurais pas plus sur lui. Avec Oscar, on a eu de la chance de passer au travers et de pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Au bout d'un mois de combats acharnés, les hommes n'en pouvaient plus. Un matin, certains ont décidé de ne plus aller au front, de rester dans leur trou, de ne pas sortir, de ranger leurs fusils. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient épuisés, ils allaient mourir et ils le savaient. On parlait de mutinerie. On a fait venir un autre régiment. Pas pour nous renforcer, juste pour récupérer les mutins et les emmener. Moi, je n'ai pas bougé. Je suis resté dans mon trou et j'ai attendu. Je pensais à Rose. Plus d'1 an. 1 an que je ne l'avais pas vue. Pensait-elle encore à moi? M'avait-elle remplacé? Que faisait-elle? Espérait-elle encore mon retour? Je n'avais pas reçu de courrier depuis des mois et des mois et des mois. Elle va finir par m'oublier, c'est sûr. À la première permission, je l'épouse. Oui, je me marie et je lui fais un enfant.
Au mois de mars, ils ont enfin décidé de nous faire bouger. Ça ne sentait pas bon. On avait déjà perdu des tas et des tas d'hommes. Tout le monde se disait qu'ils allaient nous faire souffler, partir en arrière, peut-être même nous donner une permission. Ah oui, avec tout ce qu'on avait déjà mangé, on espérait. Mais non. Non. Notre régiment allait monter sur un autre front, vers la Belgique. Comme si on n'avait pas déjà assez souffert comme ça. On a marché des jours et des nuits entières, à éviter les Allemands, les bombardements. Nous avancions vers Provence. Là, on a stoppé un petit moment, puis on nous a fait partir vers Ostend. Et nous avons participé à la bataille de Langemarck. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais quelle horreur. C'était des tirs toute la journée et toute la nuit. Tu ne pouvais pas bouger. Il faisait froid, tu ne sentais plus ton corps. C'était un cauchemar. Un cauchemar éveillé. Un beau jour, quelque chose m'a réveillé. C'était le silence. C'était la première fois depuis des mois que le silence régnait sur ce champ de bataille. Ce n'était pas normal. Il allait forcément se passer quelque chose. Quand tout à coup, un sifflement. 2, 3, 4, on savait ce que c'était. On savait que ça allait exploser dans les secondes qui suivaient. Bang, 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 bang. Et là, au lieu de recevoir des éclats, des nuages de fumée se formaient après chaque explosion. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et quelques secondes après, une odeur horrible qui rentrait dans nos poumons. On avait l'impression que tout rétrécissait, que nos poumons se rétrécissaient. Ça brûlait, les hommes hurlaient, hurlaient. Et tu continuais à entendre les sifflements et bang, psh, bang, psh, bang, bang, psh, psh, bang. Et tu ne voyais plus jusqu'au bout de ton nez. Cette fumée t'intoxiquait, te brûlait les narines, pénétrait dans tes poumons. C'était une souffrance atroce. C'était pire que le tabac qu'on te donnait tous les mois à fumer pour passer le temps. J'ai dû perdre connaissance. Je me suis réveillé dans une infirmerie. Il y avait du bruit. Des gens qui criaient, qui suppliaient, qui pleuraient. Qui appelaient leur femme, leur mère, leur sœur. Et moi... j'essayais de respirer. À chaque fois que j'ouvrais la bouche... je ressentais une immense douleur dans la poitrine. Je n'avais jamais ressenti autant de souffrance. Et ça sifflait. C'était la première fois. Ce 22 avril 1915, que les Allemands expérimentaient le gaz asphyxiant, le gaz moutarde. J'étais un des premiers. Plus de 15 000 hommes ont été intoxiqués. Plus d'1 millier ont perdu la vie. Tu suffoques. Tu as l'impression que tu vas mourir. Les yeux brûlent. Tu paniques, tu recules. Tu ne sais même plus où aller. Et les Allemands attaquent. Les Allemands ont vraiment avancé ce jour-là. Mon bataillon était presque totalement anéanti.
Les Allemands se sont arrêtés devant Bezingue, qui est devenu un lieu hautement stratégique pour l'ensemble des belligérants, les Allemands. À partir du 1er mai, l'unique compagnie qui compose encore le bataillon est chargée de contre-attaquer les Allemands. C'était perdu d'avance. Vers la mi-mai, totalement décimé suite aux nombreuses pertes et désertions, le bataillon se retire à Elverdingue. Nous ne sommes plus que 90. Le commandement a même demandé la dissolution du bataillon. Mais le ministère de la Guerre décide l'envoi de renforts d'une centaine de soldats et ordonne la reconstitution du bataillon sous la forme d'une seule compagnie. Nous allons encore en passer des nuits et des jours et des nuits, encore et encore, dans l'angoisse, la souffrance, la saleté, à se demander qui sera encore debout demain, qui prendra la première balle du matin, qui recevra le premier éclat d'obus, qui tombera le premier, qui ne se relèvera pas. Un jeune gradé qui venait de la région parisienne m'a expliqué que ce qui nous était arrivé en Belgique, ce n'était pas les obus. C'était simplement des grandes cuves de chlore qui avaient été déversées près du champ de bataille. Les obus qui passaient au-dessus de nous, c'était juste pour faire diversion. C'est dur la guerre. Ça fait mal la guerre. Tu meurs à la guerre. Il y a déjà tant de souffrances, tant d'hommes mutilés ou défigurés, de vies sacrifiées, de familles décimées. Combien de femmes sont déjà devenues veuves? Combien d'enfants sont devenus orphelins? Combien de mères ont perdu leur fils? Et moi je suis là, avec mon petit fusil. Et pourquoi je lui tire dessus à l'allemand? Mais pourquoi lui il me tire dessus? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas facile. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Et toujours pas de nouvelles de ma Rose. Au mois de juin 1915, on nous a enfin relevés. Ce sont des Anglais qui sont venus prendre notre place. Nous, on nous a envoyés derrière, près de Poperingue, juste à la frontière. Mais le repos fut de courte durée. À la mi-juin, on nous a renvoyés au front, près des villages de Lizerne et de Bezingue, autour du canal de l'Isère, au nord d'Ypres. Pendant plusieurs semaines, sous le feu ennemi, on a réalisé différents travaux dans les tranchées. On a participé à la construction de passerelles au-dessus du canal et on a consolidé les positions alliées autour de l'écluse du Hetsas. Pendant les quelques jours de répit que nous avons eus, j'avais de nouveau écrit à Rose. C'était la seule chose qui m'aidait à tenir. Penser à Rose et lui écrire. Imaginer mon avenir à ses côtés. Dans mes lettres, je lui disais qu'à ma première permission, dès que je rentrerai, je l'épouserai. Que je lui ferai plein d'enfants. Que nous aurions une grande maison avec des animaux partout. Même si je n'aime pas beaucoup les animaux. Vous voyez, c'est quand même dommage pour un fils de fermier de ne pas aimer les animaux. Et je lui promettais de la rendre heureuse. Je lui promettais que cette horrible guerre ne serait bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Je n'ai jamais été très doué pour écrire. Mais avec Rose, c'était facile. Je lui écrivais tout ce que j'avais sur le cœur. Un jour, nous avons reçu du courrier. Enfin, cela faisait des mois et des mois que cela n'était pas arrivé. J'ai attendu mon tour, comme tout le monde, mais pour moi, le facteur n'était pas passé. Pas une lettre, pas un mot, rien. Enfin, que se passait-il? M'avait-il déjà tous oublié là-bas? Ou alors leur lettre avait-elle été perdue? Cela arrivait souvent. D'autres avaient reçu des colis, des tas de lettres envoyées par leurs parents, leurs épouses, leurs enfants. Tout le courrier bloqué pendant des mois venait d'arriver d'un seul coup. Et moi, pas un mot. J'avais le moral dans les chaussettes. C'était dur. J'en avais marre. Je préférais encore travailler à la ferme.
Au moins, des fois, je pouvais aller me coucher, au pied en douce. Un matin, alors que j'étais de garde sur une passerelle à surveiller si les Allemands n'allaient pas nous bombarder encore une fois, Louis, mon copain bordelais, m'a apporté une lettre. « Tiens, prends, c'est pour toi. » Je n'y croyais pas. J'avais une lettre. Mais de qui? Rose? Mes parents? Le ministère des Armées? Oui, ils voulaient peut-être me renvoyer chez moi pour raison de santé. Certains d'entre nous avaient reçu cette lettre. Le ministère les libérait, mais souvent, c'était parce qu'il leur manquait un bras, une jambe, parce qu'ils étaient blessés à la tête ou défigurés. Ils ne pouvaient plus combattre. Et ils venaient du front, ils étaient à l'arrière, à l'hôpital ou à l'entrée de la morgue. J'ai regardé l'enveloppe, et je l'ai reconnue tout de suite, oui. C'était l'écriture de Rose. Ah, elle a une belle écriture, ma Rose. J'aurais aimé savoir écrire comme ça. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'un jour elle m'apprendra. Lors de la dernière bataille, j'ai perdu une bonne partie de mes affaires. J'ai perdu aussi mes lettres. Les lettres de Rose, que je gardais près de moi et que je relisais régulièrement pour me donner du courage. J'ai ouvert la lettre, lentement, sans m'énerver, faisant très attention de ne rien déchirer. Et j'ai lu la lettre, calmement. Il fallait que je me concentre pour pouvoir lire. Si les Allemands avaient décidé d'attaquer à ce moment-là, je ne les aurais même pas entendus arriver. Même un obus qui aurait éclaté au-dessus de ma tête ne m'aurait pas déconcentré. La seule chose importante, c'était cette lettre. La lettre de Rose. Mon Alexis. Mon amour. Voilà comment la lettre commençait. Je ne pourrais pas l'oublier. Mon Alexis, mon amour, j'ai déjà reçu ta dernière lettre, celle où tu parles de cette guerre, de cette maudite guerre. Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants de notre pays, cela me rend triste. Au village, on apprend régulièrement le décès d'un soldat. Je pleure chaque jour, je pense à toi chaque jour, je prie pour toi chaque jour. Tu me manques tellement. Quand cette maudite guerre finira-t-elle? Quand serons-nous réunis? Mon Alexis, mon amour, dans ta dernière lettre, tu parles de m'épouser quand tu rentreras. J'ai l'accord de papa. Il suffit juste de me donner la date de ta permission. Et tout sera prêt à ton retour. Fais attention à toi. Prends bien soin de toi, mon Alexis. Oui, je veux être ta femme. Ta Rose qui t'aime. Ni une ni deux, à la fin de mon service, j'ai couru à la rencontre des sous-officiers. Tout de suite, je leur ai demandé comment faire pour avoir cette permission, pour revoir Rose, pour me marier avec Rose. J'ai dû leur expliquer la situation au moins 1000 fois. À la fin, ils ont fini par me foutre dehors à coups de pied au cul. Ils étaient énervés, mais j'avais eu ce que je voulais. Ma demande était faite. Il fallait attendre maintenant. D'après eux, je pouvais avoir une réponse dans 3, 4, 5 jours, ou dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin, ils ne savaient pas vraiment. Pour tous les hommes sur le front, les permissions étaient rares, très rares. Ma seule chance, c'est que j'en avais jamais demandé. C'était la première fois. Cela faisait maintenant 2 semaines que ma demande était partie. Et pas de nouvelles. C'était long, très long. Et les combats continuaient, pas de répit. Les Allemands nous harcelaient tous les jours. Nous avions construit une passerelle pour traverser le canal, et juste après ils avaient réussi à la faire sauter. On a fini enfin par consolider les positions alliées autour de l'écluse du Elsass. Nous étions épuisés. Les journées étaient longues, pénibles. L'été était enfin arrivé, mais on ne sentait pas la différence. Dans nos têtes, comme dans nos cœurs, il faisait toujours aussi froid. On se sentait abandonnés, et moi je pensais à ma Rose. Rose. 1er juillet 1915. Le matin, un sous-officier est venu me voir. « Une lettre pour toi, Prol. Ça vient du ministère. » Ma permission.
Oh, j'étais sûr qu'elle était refusée. J'ai pensé si elle est refusée, je me sauve. J'irai me marier quand même. J'ai déchiré l'enveloppe et j'ai déchiffré le courrier. Et là, 2 mots. Permission accordée. Non mais, je n'y croyais pas. Je regardais fixement le papier, mais non, je ne rêvais pas. Oui, ma permission était accordée. J'en suis tombé à genoux, comme si on venait de me donner la médaille du meilleur combattant. J'allais enfin pouvoir rentrer et épouser Rose. Il fallait faire vite. Il fallait que je lui donne les dates. Je cherchais les dates. 5 jours, oui. J'avais 5 jours à partir du 25 août. 2 mois à attendre. Mais en même temps, j'avais le temps de prévenir Rose. Il allait falloir faire vite. Très vite. J'avais au moins 2 jours pour rentrer, 1 journée pour me marier et 2 jours pour revenir. Voilà. 5 jours, pas un de plus. Chaque jour, je faisais une croix sur le calendrier caché à la cantine. Chaque jour, je partais à mon poste en me disant « Allez, courage! Je ne vais pas mourir maintenant, juste avant le mariage. » Et les combats reprenaient. Bang! 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 Dans tous les coins. Pas de répit, aucun répit. Et depuis quelques jours, la chaleur en plus. Le vent et le froid, on avait eu du mal à s'y habituer. Mais là, on étouffait, on crevait de soif. L'eau était donnée par petites quantités. Et je ne vous parle même pas du vin. Par contre, le tabac, il y en avait, ça, du tabac. J'ai eu le temps de recevoir le courrier de Rose qui me disait qu'ils allaient tout préparer, que le mariage aurait lieu le 27 août. Ses parents avaient commandé un costume pour moi. Ils s'étaient basés sur celui qu'ils avaient retrouvé dans mon armoire. En même temps, je n'avais pas beaucoup changé. J'avais juste un peu maigri. J'étais impatient. Et les jours passaient, mais c'était long, très long. Et comment allaient se passer les noces? Où allions-nous faire la fête? Rose ne me donnait pas trop de détails dans sa lettre. Peut-être voulait-elle me faire une surprise. Si on pouvait faire ça à la salle des fêtes du village, comme pour le jour où on s'est rencontrés, où on a dansé et passé la soirée ensemble pour la première fois. Je suis un peu fleur bleue. Je suis un grand sentimental. Ma Rose. Demain, je rentre à la maison pour 5 jours et je me marie. Je finis mon service à 6h. À 6h30, je suis à la gare. À 6h45, je suis dans le train. C'est long. 2 jours pour rentrer chez moi. Je crois que ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Nous étions entassés dans le train. Tout le monde avait le regard vide, le visage creusé par la fatigue et la lassitude. Oui, ces gars-là rentraient chez eux, comme moi. Ils allaient retrouver leurs femmes, leurs petites amies, leurs parents. Je sentais qu'ils avaient vécu des choses terribles. Au fond d'eux-mêmes, ils prenaient conscience de la chance qu'ils avaient d'être encore là, d'être encore vivants, de ne pas être blessés, mutilés, défigurés. Ils rentraient chez eux, mais ça ne chantait pas. C'était pas joyeux. Non, parce qu'il faudra y retourner. Mais il faudra surtout profiter du moment présent. Oui, du moment présent. 2 jours. 2 jours en train, en charrette. 2 jours de marche. J'avais mal partout, mais je m'en foutais. J'allais retrouver ma Rose. Il y avait du monde sur le quai de la gare. J'ai passé la tête par la fenêtre et j'ai regardé ces visages. Tout à coup, tous les gens souriaient, soufflaient, respiraient, criaient. « Il est là, il est vivant! Il est vivant, il est là, il est là, il est vivant !» Tout le monde cherchait son frère, son cousin, son fils, son mari. Dans les wagons, ça s'animait aussi. Enfin des sourires sur ces visages meurtris. Et là, j'ai croisé le regard de ma Rose. Elle était là, avec ses parents. Et les miens,
Et les miens? J'étais agréablement surpris. Est-ce que je leur avais manqué? J'ai réussi à me faufiler parmi tous ces soldats qui criaient autant que moi. J'ai jeté mon sac et j'ai couru vers Rose que j'ai enlacée. Je l'ai serrée contre moi fort, très fort. Je ne voulais plus la lâcher. J'aurais pu rester comme ça pendant des heures. J'adorais son parfum. Oubliez les bombes, les tranchées, la boue, le froid. J'avais Rose dans mes bras et j'allais l'épouser. Je me suis tourné vers mes parents et mes futurs beaux-parents. Ils m'ont regardé sans expression particulière, sauf ma mère, qui souriait, qui avait l'air heureuse de me revoir, heureuse que je sois vivant, heureuse de mon mariage. Pendant le trajet jusqu'à la ferme, Rose m'a posé 1000 questions. Elle voulait tout savoir sur ce qu'il se passait au front, comment on vivait, si on mangeait, si on buvait, comment on dormait. Elle voulait tout savoir. Moi, je la regardais et je répondais. Je crois que je ne lui ai pas tout dit, non. En tout cas, j'ai embelli la vérité pour ne pas l'inquiéter. Car, dans ma tête, je savais que dans 2 jours déjà, 2 jours seulement, je serai de nouveau là-bas, dans cet enfer. 27 août 1915, mairie de Boulogne-sur-Mer. Moi, Alexis Proll, j'ai épousé Rose-Hélène Pevrel, née le 3 février 1893 à Boulogne-sur-Mer. La noce fut belle. J'ai profité de chaque instant. Comme prévu, mon costume était un peu trop grand. Enfin, sur la taille, c'était pas mal. Sauf que j'avais perdu un peu de poids. C'était les régimes de guerre. Nous avons bien mangé. Je n'avais pas fait un repas aussi gargantuesque depuis des mois. Tout venait de la ferme. La ferme des parents de Rose et la ferme de mes parents. C'était bon, ça avait du goût. Et Rose était là. Elle était magnifique, magnifique dans sa longue robe blanche. Belle, éblouissante. Je ne voyais qu'elle. Je voulais graver cette image dans ma mémoire. Son sourire, son regard, ses gestes. Lucien a pris plein de photos. Et nous avons dansé, beaucoup dansé. Tous mes amis étaient là, et mes proches. Enfin, mes proches, mes parents. Quand les invités ont commencé à partir, je savais que ma permission touchait à sa fin. Que demain matin, je serai dans le train pour retourner au front en laissant ici ma femme, Rose. Quand pourrais-je la revoir? Personne ne le savait, pas même moi. En tout cas, je ferai tout pour rentrer le plus vite possible. Je l'aimais, ma Rose, et je voulais lui faire un enfant. Cela fait presque 1 mois que je suis marié. Et j'ai l'impression que ça fait des années tellement les journées sont longues. Pourtant, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec les Allemands. Tous les jours, il y a des combats. La seule surprise, c'est d'être encore vivant le matin ou le soir avant de me coucher. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je hais la guerre. Ils ne m'ont rien fait, les Allemands. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Je suis sûr que, de l'autre côté du trou, les Allemands, ils doivent se poser les mêmes questions que nous, avoir les mêmes réflexions, les mêmes remarques. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai décidé d'écrire 1 lettre par jour à Rose. Même quelques mots. Juste pour la tenir informée que je vais bien, que je suis vivant et qu'elle me manque. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de retour, pas de courrier. Pourtant, ça nous aiderait à tenir. On arrive bientôt fin septembre et les nuits sont de nouveau fraîches. Aujourd'hui, on a rationné le tabac. On a eu du mal à être ravitaillés. On nous a dit que bientôt on allait être relevé, qu'on allait pouvoir souffler un peu à l'arrière. Oui, mais quand? La nuit, quand tout est calme, nous chantons. Ça nous maintient debout et puis les gradés disent que ça use le moral de l'ennemi. C'est vrai que, des fois, quand on les entend chanter, on se dit « on va chanter aussi ».
Au lieu d'avoir des coups de fusil, on fait des combats de chant. C'est à celui qui va chanter le plus fort et le plus longtemps. C'est moins dangereux. Souvent, c'est l'arrivée d'un obus d'un côté ou de l'autre qui met fin à tout ça. Sûrement un gradé qui n'en peut plus de nous entendre chanter ou hurler comme des fous. Oui, parce qu'on devient fou. Parce que la guerre, ça rend fou. Complètement fou. J'espère que mes enfants ne subiront jamais ça. Le 29 septembre, nous sommes enfin relevés. On se dirige vers Weston, près de Poperinghe, puis on quitte la Belgique. On séjourne à Westkapelle avant de regagner Bergue. Nous allons pouvoir souffler quelques jours. Je continue d'écrire une lettre tous les jours comme prévu à Rose. On ne nous embête pas trop. Quelques tâches à faire dans la journée et ensuite, je peux lui écrire. Je suis sûr qu'elle aime lire ça, Rose, que ça la rassure peut-être. Toujours pas de courrier. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que beaucoup de gars se faisaient la malle, désertés, qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils avaient peur. Il vaut mieux ne pas se faire rattraper, sinon on peut se faire fusiller. Fusillé par l'armée française. Ça paraît impensable. En même temps, tous ces gars qui se sauvent, ce n'est pas qu'ils ont peur. Ils n'en peuvent tout simplement plus. Comme moi. À notre âge, on devrait courir la ville, faire la fête, aimer. Mais non, on est là avec des fusils, à attendre qu'on nous tire dessus. On ne sait même pas pourquoi elle a fait cette guerre. J'ai pas envie d'attendre la mort. Moi j'ai une femme qui m'attend, une vie à construire avec elle, avec ma famille, avec mes enfants. J'ai enfin reçu une lettre de Rose. Elle date d'il y a plus d'un mois. Le courrier est long. Dans sa lettre, elle me répète souvent que je lui manque. Elle me parle également de mon retour. Dans la ferme de ses parents, ils sont en train d'aménager un endroit pour nous. Quand je reviendrai, on aura déjà une petite maison. Ah, j'en rêve la nuit. J'imagine cette maison avec Rose et plein d'enfants. 1, 2, 3, 4. Et quand je rentre, Rose m'embrasse. Mais ça, pour l'instant, c'est un rêve. Le 8 octobre, on nous annonce que le bataillon va quitter Bergue. Nous pensons retourner au front. Même pas. On nous envoie nous refaire une santé à Lambesc, près de Salon de Provence. Mais je ne sais même pas où ça se trouve. On nous dit que c'est dans le sud. Mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Mais je m'éloigne encore de chez moi. Je m'éloigne de ma Rose. Nous allons prendre le train. Le 13 octobre, nous sommes plusieurs régiments à attendre ce train qui va nous emmener vers le sud. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Tout se mélange. La guerre, les bombardements, Rose à la maison. Je pose tout mon barda. Je m'assois 5 minutes dessus et je me dis... Prol, qu'est-ce que tu fous là? Ce n'est pas ta place. Ta place, c'est là-haut, dans ta ferme avec ta femme. Et là, je me lève et je m'en vais. Je pars sur la route. Comme ça, en regardant droit devant moi, sans me retourner. Je bouscule des gens, des soldats. À un moment donné, je suis sur cette route. Il n'y a plus de bruit autour de moi. À gauche? À droite? Je me dirige vers la route principale. Et là, je tombe sur 2 gendarmes qui m'interpellent brutalement. « Alors mon gars, on se fait la belle? On veut rentrer à la maison ?» J'ai pas dit un mot. J'ai baissé la tête et je les ai laissés me raccompagner jusqu'au train. Je les ai vus discuter avec mon adjudant. Le voyage est long et pénible. On met presque 7 jours pour descendre.
Ma seule occupation, c'est de lire et de relire les lettres de Rose que j'ai reçues. Moi, je continue à lui écrire une lettre par jour. Le 22 octobre au matin, l'adjudant entre dans ma chambre accompagné de 2 gendarmes. Je suis condamné à 45 jours de prison pour avoir voulu quitter le train qui me transférait à Lambesc. Et me voilà, parti entre 2 militaires, direction les locaux disciplinaires de Lambesc. C'est sûr, maintenant, pour moi la guerre est finie. C'est pas pour moi cette guerre. Moi j'aime pas les armes, j'aime pas la violence, j'aime pas la guerre. Moi j'ai juste envie d'être heureux. Moi j'ai juste envie d'être là-haut, chez moi, au chaud, avec ma femme. Le 31 octobre, je réussis à m'évader des locaux disciplinaires. Il faut dire que, avec autant de bataillons, c'est facile de se mélanger. Personne ne me voit prendre la fuite. Je me suis dit, condamné pour condamné, autant revoir ma Rose. Et là, il m'a fallu refaire tout ce périple pour rentrer. Et pourtant, j'ai réussi. Alors que mon bataillon rentre sur les Flandres belges, moi, le 6 novembre, j'arrive à Boulogne-sur-Mer. Je ne suis pas loin, c'est à quelques kilomètres de chez moi. J'ai réussi à prendre le train, à marcher, j'ai même volé un vélo. Et là, en passant par l'une des routes principales, j'ai à nouveau 2 gendarmes sur le dos. Dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Je voudrais courir, mais ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je suis fatigué, épuisé. C'est un simple contrôle, mais je n'ai pas de papier sur moi. Résigné, je leur donne mon nom. Alexis Prol. Et là, ils constatent qu'il y a une plainte déposée contre moi pour désertion. Nous sommes le 14 novembre. Je suis dans une cellule avec 2 chasseurs qui, eux aussi, ont essayé de déserter. À la suite d'une pagaille monumentale, les 2 chasseurs ont également prévu de s'évader. Je décide de profiter de leur plan pour pouvoir me sauver aussi. Revoir Rose est devenu une obsession. C'est la seule chose qui compte pour moi. Je marche quelques heures et je réussis à rentrer à la maison. La maison de Rose et la mienne aussi. Je fais quelques pas et elle apparaît, là, devant moi. Et comme dans mes rêves, elle arrive vers moi en courant. Elle saute dans mes bras et m'embrasse et m'embrasse encore. Elle ne veut plus me lâcher. Et de nouveau, elle me pose plein de questions. Alors, je lui dis que j'ai eu une permission, que je vais pouvoir rester quelques jours, souffler un peu. Tout le monde est content de me voir. Le petit Jules, le cousin de Rose, part prévenir mes parents que je suis rentré. Combien de temps vais-je pouvoir tenir ce mensonge ? Après l'euphorie, un repas de fête est préparé à l'improviste. Le soir même, je raconte tout à Rose. Lui mentir est impossible. Elle ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. J'ai peur qu'elle se mette en colère, mais qu'elle me hurle dessus, me mette à la porte. Même pas. Elle me serre contre elle et ne me fait aucun reproche. Elle sait ce que nous vivons, nous les poilus. Ces horreurs de la guerre. Les gaz. Les mutineries. Elle comprend. Elle est vraiment formidable. Le lendemain, nous décidons de réunir nos parents et de tout leur raconter. Mon père pique une grosse colère et me reproche d'être un inconscient et de ne pas avoir réfléchi aux conséquences. Ma mère pleure et me regarde avec pitié. Mes beaux-parents ne disent rien, mais je perçois leur inquiétude.
Je reste là, comme ça, quelques jours. Nous cherchons une solution, mais il n'y en a pas beaucoup. La seule vraie solution, c'est de me rendre. Rose et moi décidons d'aller voir le maire de la ville. Lui aussi comprend la situation. Il ne me juge pas, ne me fait pas la morale, ne me considère pas comme un lâche. Des déserteurs, il en croise tous les jours. Il en entend parler tous les jours. Pour lui, la plus sage décision, c'est de se rendre. Alors, je vais encore profiter de Rose une dernière fois. Et je vais faire ce que m'a conseillé le maire. Je me rends à la prison de la prévôté des étapes du 36e corps des armées. Une fois franchi la porte de cette prison, je demande tout de suite une visite médicale. Ils vont bien trouver une solution, me faire réformer, me renvoyer chez moi. C'est mon dernier espoir. Mais il ne va pas tarder à disparaître. Le 11 décembre, lors de la visite médicale, le médecin tamponne en bas de la feuille « peut faire son service ». Mais c'est pas possible. Je vais passer les fêtes dans cette prison alors que je devrais être auprès de ma Rose. Heureusement, le courrier arrive plus facilement ici. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. La famille va bien. Et personne ne m'en veut. Même pas mon père. Il a dit à Rose qu'il regrettait de s'être mis en colère. J'apprends aussi que mon bataillon fait route vers Elverdingue, sur le secteur de Bezingue. Il doit encore réaliser des travaux de consolidation des positions françaises et belges. Et ça, sous le feu incessant des Allemands. Le 31 décembre, je fais la bise à mon compagnon de cellule, en lui souhaitant une belle année et une bonne santé. Le 4 janvier, mon bataillon quitte Elverdingue et retourne en France, à Warem, pour se reposer un peu. Moi, le 4 janvier 1916, je suis condamné à 3 mois de travaux publics, au motif de désertion à l'intérieur en temps de guerre. Le soir même, ma peine est suspendue. Oui. L'armée française manque d'hommes. On me renvoie dans ma compagnie. Il faut que je rentre chez moi, de façon légale. Alors je tente à nouveau une visite médicale. Peut-être vont-ils me trouver quelque chose. Je tousse tout le temps. J'ai mal dans la poitrine. Je suis épuisé. Il ne me reste que la peau sur les os. À la fin de la consultation, j'ai enfin le tampon. Peut faire son service. Je ne sais plus quoi faire. Nous sommes le 20 janvier 1916. Et je pense à Rose. Elle me manque. Je donnerai n'importe quoi pour être à ses côtés. La prendre dans mes bras. L'embrasser. On ne me fait plus de cadeaux. Toutes les tâches les plus humiliantes sont pour moi. Mais je tiens le coup. Je serre les dents. Les combats font rage au front. Nous, à l'arrière, on souffle un peu. Le 15 février, mon bataillon change de cantonnement. Et on part sur Mardic, près de Dunkerque. Et de nouveau, c'est l'attente. On ne nous dit rien. On nous fait attendre. Les Allemands approchent. J'ai toujours pas de nouvelles de ma Rose. Tous les jours, je lui envoie une lettre. Tous les jours. Je lui écris, mais pas de réponse. La nuit, je rêve que je suis à ses côtés, dans cette grande maison. Il y a des enfants, des animaux, et je traite les vaches. Je n'ai même plus peur. Mais je reviens vite à la réalité. Et des bombardements. Et des tirs. Et la peur de mourir. De la souffrance. Mais que dois-je faire ?
Au mois de mars, on bouge encore, et mon bataillon se fixe à Uxem, près de Bergue, pour des travaux d'aménagement d'un cantonnement. Toujours au mois de mars, mon bataillon embarque à Bergue pour stationner à Vaucelles, dans l'Oise. Après, on remonte vers Reims. Toujours pas de nouvelles. Les gars racontent que, tout doucement, on se rapproche de Verdun. Verdun ? Avec tout ce qu'on entend là-dessus ? Mais c'est une vraie boucherie. L'enfer sur terre. Moi j'ai pas envie d'y mettre les pieds, non. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Au mois d'avril, mon bataillon prend le train pour Saint-Ménéhould et s'établit à Daucourt, puis à Foucaucourt. On se rapproche vraiment de Verdun. Au mois de mai, on retourne au front. On arrive au bois de Bethlainville, au sud du village d'Aisne en Argonne. Là, on se repose jusqu'à 20h. Car de nuit, on doit relever le 135e régiment d'infanterie, qui se trouve en première ligne de la côte 304. La côte 304. Une position élevée à l'ouest de Verdun. Très convoitée car son altitude lui confère une position idéale pour observer le champ de bataille de Verdun. La vallée d'Aisne au sud et les villages de Malancourt et Aucourt au nord. Ce petit mont élevé est une position de tir stratégique pour contrôler les combats qui se déroulent à l'est. Beaucoup d'hommes vont mourir sur cette colline. Tout cela me paraît tellement injuste. Oh, la côte 304. Impossible de prendre la relève à cause de la violence des combats. Le 135e régiment va rester sur place encore un moment. Nous, on reste en soutien. Le 9 mai, juste avant de pénétrer dans les tranchées qui mènent à la côte 304, je m'éloigne un peu de ma compagnie pour satisfaire un besoin naturel. Et là, bizarrement, plus de bruit, plus de souffle, plus de sifflement. C'est trop tentant. Je pars vers l'arrière. Je fuis. J'en peux plus. Et je vais marcher comme cela pendant 2 jours. J'ai la chance de croiser un train. Un train de permissionnaires qui va m'emmener à la capitale, jusqu'à Paris. Entre le 10 et le 17 mai, le bataillon combat sans relâche et connaît de nombreuses pertes humaines. 850 hommes sont tués et environ 400 sont blessés. Au cours d'une très violente attaque allemande, le bataillon perd l'un de ses capitaines et l'un de ses lieutenants. Au cours de ces mêmes combats, de nombreux soldats sont tués ou grièvement blessés. Bon nombre de chasseurs sont cités à l'ordre du bataillon pour actes de bravoure et de dévouement. Le 19 mai, au retour des combats, lors de la descente des tranchées, on me porte enfin comme disparu, avec présomption de désertion. Et moi, pendant ce temps-là, je remonte chez moi, à pied, en train, en charrette. Le 22 mai, je suis à Amiens. Je suis mort de faim et je tombe de fatigue. J'ai échangé mes vêtements militaires contre des vêtements civils. Je suis en train de chercher à manger quand je tombe sur une patrouille de gendarmerie. Ils effectuent un contrôle. Je n'ai pas de papier sur moi. Que voulez-vous que je leur raconte ? Que je rentre chez moi voir ma Rose ? Que j'ai quitté mon bataillon sans rien dire à personne ? Que je n'en peux plus de cette guerre qui ne signifie rien pour moi ? Ils me gardent quelques jours. Il fait chaud. Puis, le 29 mai, il me renvoie dans mon bataillon sous bonne escorte. Le 30 mai, mon chef de bataillon porte plainte. Il veut que je sois traduit devant le conseil de guerre pour abandon de poste et désertion devant l'ennemi. Maintenant, tout s'accélère. Le 2 juin, je suis devant le conseil de guerre. Je n'ai toujours pas revu ma Rose. Est-ce que je vais la revoir un jour ? Est-ce qu'elle continue à recevoir mes lettres ? À les lire ? Je n'en sais rien. Que va-t-il m'arriver aujourd'hui ?
Conseil de guerre du 12 juin 1916. Prol Alexis, âgé de 25 ans, né en 1891, chasseur de 2e classe au 1er bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique, exerçant avant l'entrée au service la profession de charretier et demeurant à Outreau, canton de Samay, arrondissement de Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais. Monsieur le commissaire du gouvernement, en ses réquisitions, tendant à ce que le chasseur Prol Alexis, en sa qualité, soit déclaré coupable. Premièrement, d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Deuxièmement, de désertion en présence de l'ennemi. Troisièmement, de dissipation des faits militaires. Le Conseil délibérant à huis clos, le président a posé plusieurs questions concernant l'article 132 du Code de justice militaire. Première question. Le chasseur Prol Alexis est-il coupable d'avoir, aux armées, le 9 mai 1916, abandonné son poste en quittant la section qui se portait en avant? Deuxième question. Avec cette circonstance aggravante que cet abandon de poste a eu lieu en présence de l'ennemi. Troisième question. Le chasseur Prol Alexis est-il coupable d'avoir déserté la présence de l'ennemi en se rendant à l'arrière? Quatrième question. Le chasseur Prol Alexis du 1er bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique est-il coupable d'avoir en même temps et lieu dissipé des effets, armes et munitions qu'on lui avait remis pour le service? Les voix recueillies séparément, conformément à l'article 131 du Code de justice militaire, en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, le Conseil de guerre déclare: sur la première question, par 4 voix contre 1, l'accusé est coupable. Sur la deuxième question, par 4 voix contre 1, la réponse est oui. Sur la troisième question, à l'unanimité, l'accusé est coupable. Sur la quatrième question, à l'unanimité, l'accusé est coupable. Sur quoi est attendu les conclusions prises par le commissaire du gouvernement dans ses réquisitions, le président a lu le texte suivant. À 4 voix contre 1, le chasseur Prol Alexis est condamné à la peine de mort. À la peine de mort. À la peine de mort. La peine de mort. Mort. Tout ce temps à servir mon pays, à prendre des risques, à participer à une guerre qui ne signifiait rien pour moi. Nous sommes le 12 juin 1916 et je suis condamné à mort. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de faire cette guerre qui n'est pas la mienne? Je voulais simplement être auprès de ma femme. Je suis condamné à mort. J'en ai connu des batailles. J'en ai vu des gars tomber autour de moi. J'en ai vu hurler, pleurer. Et moi, aujourd'hui, je suis condamné à mort pour le seul motif d'avoir voulu échapper à la mort, d'avoir voulu vivre. Le président dit que j'ai le droit de me pourvoir pour révision du jugement. Je le fais, j'en ai le droit. Ce qui va me permettre de passer quelques jours de plus au cachot. Pendant ces quelques jours de répit, on va me foutre la paix. Je suis là et j'ai le droit d'avoir du papier. De quoi écrire. On m'a promis qu'on enverrait toutes ces lettres à ma Rose. Je vais peut-être être fusillé par les miens. Je n'ai même pas peur. Mes seules pensées vont à ma Rose, mes parents, mes proches, mes amis. Tous ceux que je ne reverrai pas avant de mourir. Qui a le droit de mourir loin des siens? Qui a le droit de décider que je vais mourir pour l'exemple? Qui a le droit de me considérer comme un lâche alors que je voulais seulement être heureux? Le 22 juin au matin, j'apprends que le conseil de révision a rejeté mon pourvoi. Voilà. C'est la fin. Je vais être fusillé pour l'exemple.
L'exemple de quoi? D'avoir seulement eu l'envie de vivre? De ne pas vouloir finir à la boucherie dans ces champs de bataille? Mais pourquoi? Enfin, tout cela est absurde. Le 23 juin, on me transfère à Neuf-Maisons, près de Lunéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le lendemain matin, je vais être passé par les armes. Je suis dans une cellule un peu plus confortable que d'habitude. On me donne un vrai repas chaud. On me propose même de rencontrer un prêtre. Ce n'est pas d'un prêtre dont j'ai besoin. C'est de ma Rose. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'elle soit près de moi. C'est elle que je vais mourir demain. L'a-t-on prévenu? Le 24 juin, on m'emmène. Je marche la tête haute. Je ne dois surtout pas baisser les yeux. La mort se rapproche. Je la sens arriver. J'avance tranquillement. Le capitaine me demande si je veux avoir les yeux bandés. Non, pourquoi? Pourquoi voulez-vous me bander les yeux? Vous avez peur? Vous avez peur de mon regard sur vous? Mon dernier regard avant de mourir? Moi, je ne vous vois pas. La seule personne que je vois actuellement, c'est ma Rose. Rose, ne m'oublie pas, mon amour. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie jamais. Adieu la vie, adieu l'amour, ne m'oublie pas ma femme, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Armée! En joue! Feu! Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve.
Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.